Merci, Amiral, de cet exposé, d'avoir tenu avec une exactitude militaire le temps imparti à la conférence, ce qui n'était pas le cas, il faut le dire, de tous nos conférenciers. Deuxièmement, d'avoir ramené ou fait converger le sujet vers la problématique russe qui nous occupait cette année. Alors du coup, c'est vrai, et vous l'évoquiez en fin d'intervention, ça laisse un certain nombre de questions qu'on vous posera forcément sur le dimensionnement des autres marines, qu'elles soient alliées, qu'elles soient chinoises, les perspectives indiennes. Enfin, dans cette compétition, on y reviendra. Merci aussi de cette approche très, très pédagogique. Alors je le redis toujours pour les étudiants, c'est vrai qu'il y a eu une confusion qui a été jusqu'à faire commettre dans des élections présidentielles précédentes, les antépénultièmes, des confusions à la candidate et au candidat. Donc retenez bien tout ce que vous a dit l'amiral sur la différence entre un SNA et un SNLE. Dans un cas, c'est la propulsion nucléaire seulement qui conduit à qualifier ce sous-marin de nucléaire. Autrement, c'est un sous-marin dont la mission est une mission classique d'observation, d'attaque, etc. Et le SNLE, non seulement une chaufferie nucléaire qui lui permet d'avoir une capacité d'autonomie et de navigation lente, mais surtout est porteur de la dissuasion nucléaire. Alors, ils font quelquefois cohorte, SNA accompagnant la SNLE dans certains débuts de mission ou de sortie, mais la mission nucléaire, c'est celle du SNLE, dont on disait qu'on est aujourd'hui sur la deuxième génération à la mer, opérationnelle à la mer, et qu'on prépare la troisième génération. Alors, sur ces quelques précisions, je passe la parole à Alexandre Shelton-Duplex, à la fois pour rebondir, pour commenter, pour interroger notre conférencier. Eh bien, je vous remercie. Alors, je vais évidemment abonder dans le sens de l'amiral. D'abord, sur la partie historique, l'amiral a évoqué les différents stades de la vie du sous-marin. Et le sous-marin, il a d'abord été une arme terroriste. Il a été une arme terroriste que la France a répugné à vouloir utiliser quand Napoléon a renvoyé le fameux Fulton, qui avait fait des essais sur la Seine, vers l'Angleterre. Et le commentaire du ministre de la Marine de l'époque, c'était nous ne pouvons pas utiliser ce genre d'armes, c'est bon pour les barbaresques, je cite. Et à l'époque, l'Angleterre, lorsque Fulton a fait sa proposition aux Anglais, s'est empressé de payer Fulton pour qu'il oublie de faire des sous-marins. Parce que l'Angleterre était dominante et elle n'avait pas besoin d'une arme révolutionnaire qui risquait de remettre en cause sa supériorité. Donc cette arme terroriste, elle a continué à apparaître tout au cours du XIXe siècle, en particulier pendant la guerre de Crimée, par exemple, la guerre de sécession. Et d'ailleurs, pendant la guerre de sécession, le fameux Hunley qui nous a été cité, c'est une arme qui est mise en œuvre par les services secrets sudistes. Ce n'est pas la marine sudiste, c'est un colonel de l'armée de terre qui s'occupe du programme. Et chez les Russes, vous avez également des sous-marins qui ont été mentionnés, mais qui dépendent, eux, de la défense côtière, de l'artillerie côtière, pas de la marine. Donc, cette arme sous-marine, elle a ensuite progressé avec l'invention des batteries, de l'électricité, parce que jusqu'alors, c'était une arme à bras. Et ça, ce sont les années 1880. Mais ça reste une arme de défense de rade, parce qu'il n'y a pas l'endurance, on est obligé de recharger les batteries. Et c'est l'invention de la double propulsion qui va faire le changement. Et c'est 1896, c'est le fameux concours du ministre de la Marine en France, et c'est l'ingénieur Leboeuf qui invente le torpilleur submersible. Le torpilleur submersible qui peut traverser la Manche, aller veiller sur les côtes anglaises au moment de la crise de Fashoda pour pouvoir attaquer la flotte anglaise. Et donc, le torpilleur submersible est copié par les Allemands au chantier Germaniawerft. D'ailleurs, c'est un assistant de Leboeuf, qui est un Espagnol, qui va aller faire ce chantier, ce U-boat, le U1, au chantier Germaniawerft. Et les Allemands vont améliorer le principe de Leboeuf en introduisant à partir du 10e U-boat la propulsion diesel. Sur le sous-marin de Leboeuf, c'est de la vapeur en surface qui permet de recharger les batteries électriques pour la plongée.
Et à partir du 10e U-boat, chez les Allemands, c'est le moteur diesel qu'on choisit. Donc le sous-marin diesel électrique est inventé. Et là encore, le changement qu'a souligné l'amiral a rappelé cet épisode assez humiliant pour les Anglais de ces 3 vieux croiseurs qui se sont fait torpiller les uns après les autres par un sous-marin allemand, les 2 suivants portant assistance au premier, ce qui était évidemment très malheureux. Eh bien, en fait, il faut voir l'envers de l'affaire. L'envers de l'affaire, c'est que les sous-marins allemands pendant la Première Guerre, les torpilleurs submersibles, il faut les appeler comme ça, ne trouvaient pas de cible militaire. Et ils étaient extrêmement déprimés. Le moral était très bas dans les équipages. Et c'est pour ça que presque par hasard, au début de 1915, on a autorisé les commandants de U-boat allemands d'attaquer le commerce. Mais ce n'était pas du tout planifié à l'avance. Au départ, c'était une arme de guerre, une arme du combat naval, mais une arme du combat naval qui était très décevante contre les bâtiments récents de surface, parce que ces bâtiments récents étaient rapides, contrairement à ces 3 vieux croiseurs qui s'étaient fait piéger. Donc, les Allemands, presque par hasard, découvrent que cette arme peut affamer l'Angleterre. Et ils ont presque gagné la Première Guerre grâce aux torpilleurs submersibles. Et parce que l'Angleterre était évidemment complètement dépendante de tous ces approvisionnements de son empire colonial. Donc ils ont presque gagné. Et ce qu'il y a de très étrange, c'est qu'ils ont oublié cette leçon. En tout cas, Hitler a oublié cette leçon. C'est-à-dire que lorsque les Allemands relancent la construction de la marine allemande après qu'ils aient dénoncé les traités, eh bien, Hitler va mettre le paquet sur la flotte de surface avec son amiral Raeder. Et Dönitz fulmine parce qu'il n'a pas l'argent et la flotte sous-marine allemande, elle est relativement modeste en 1939. Donc après, l'Allemagne se relance dans cette affaire, mais elle va perdre pour des raisons qui sont encore techniques. Elle va perdre à cause du radar. Elle va perdre parce que les Anglais et les Américains, avec le radar sur des avions, détectent les U-boats en surface. Et il faut bien se souvenir qu'il s'agit de torpilleurs submersibles. D'ailleurs, ils ont des étraves qui sont bien dessinées comme celles de bâtiments de surface. Donc, la révolution mentionnée par l'amiral, c'est le type 21. Qu'est-ce que c'est que le type 21 ? C'est l'électroboat. C'est un sous-marin, un vrai sous-marin. C'est un sous-marin parce qu'il a 2 fois plus de batteries électriques et parce qu'il a des meilleures batteries électriques et parce qu'il peut attaquer en plongée, se dérober en plongée à une vitesse suffisante pour échapper aux bâtiments d'escorte des convois, les fameux convois de l'Atlantique. Donc, cette invention, les Allemands la font par nécessité, puisqu'ils voient qu'ils perdent de plus en plus de U-boats. Le problème des Allemands, c'est qu'ils ne vont pas avoir le temps de mettre en œuvre cette arme. Ils ont une centaine de type 21 à la fin de la guerre. Il n'y en a guère que 2-3 qui vont réellement être opérationnels. Partie des équipages ont été tués sur un paquebot allemand qui a été coulé, etc. Donc, cette révolution n'a pas eu lieu, mais elle stresse profondément les états-majors et en particulier la marine américaine. Et la marine américaine est persuadée que l'URSS, qui récupère au titre des dommages de guerre des électroboats, va les copier massivement et que la prochaine bataille de l'Atlantique, la 3e, puisqu'il y a eu celle de la Première Guerre, celle de la 2e, eh bien, sera perdue, puisque ce sera contre un vrai sous-marin qui pourra vaincre les convois. Et c'est pour cette raison que les États-Unis, dès les années 50, vont déployer ce système extraordinaire d'écoute sous-marine, le système SOSUS, qui transforme en caisse de résonance l'Atlantique et le Pacifique. Et ces systèmes vont être opérationnels dans l'Atlantique à partir de 1956 ou dans le Pacifique à partir de 1958. Et ils vont permettre aux États-Unis, pendant la fameuse crise de Cuba de 1962, de détecter les 4 sous-marins conventionnels que la Russie, donc diesel électrique, électroboat, que l'Union soviétique va envoyer dans les Caraïbes. Et les Américains vont forcer ces sous-marins à faire surface en les grenadant légèrement, entre guillemets, pour bien montrer qu'ils ont détecté tous ces sous-marins. Et pour les Russes, c'est véritablement un signal. C'est un signal que la très grande flotte de sous-marins conventionnels diesel électriques qu'ils ont déployés, qu'ils ont développés, eh bien, ne vaut pas le sous-marin nucléaire. Et c'est là l'invention, le Nautilus, le fameux Nautilus, qui est le premier sous-marin nucléaire d'attaque
donc américain de 1954. Les Russes les rejoignent à partir de 1958. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les Russes envisagent pour leur premier sous-marin nucléaire d'en faire un sous-marin stratégique avec une torpille qui torpillerait New York avec une charge nucléaire. C'est l'idée d'Andreï Sakharov. Et puis, finalement, ils en font un SNA normal, sachant que par ailleurs, ils développent des variantes armées de copies de V1 et de copies de V2 qui ont cette même fonction stratégique et qui sont à l'origine des SNLE. Mais il faut savoir que les premiers sous-marins stratégiques ne sont pas à propulsion nucléaire, ils sont à propulsion conventionnelle. Et précisément, ils sont soviétiques. Et l'Union soviétique, qui a pris du retard dans le domaine de la construction des sous-marins nucléaires, va rattraper ce retard. Il faut vous souvenir qu'en 1961-62, les États-Unis ont déjà les fameux 41 pour la liberté, c'est-à-dire les 41 sous-marins Polaris armés du missile Polaris, et les Soviétiques, eux, ne les rejoignent que dans les années 70, où là, pour le coup, ils vont avoir un nombre encore plus grand de sous-marins de SNLE, puisque à la fin de la guerre froide, ils ont 67 SNLE au total. Mais ça reflète aussi le fait que leurs missiles ne sont pas aussi bien mirvés. Il n'y a que les derniers sous-marins qui ont des missiles mirvés que les Américains, et donc ils sont obligés d'avoir plus de sous-marins pour avoir d'ailleurs un nombre de têtes nucléaires sur leurs missiles inférieurs. Un peu académique, alors, il faut quelquefois penser à expliciter. Alors excusez-moi et merci de me le dire. Mirvé, c'est tout simplement mettre plusieurs têtes nucléaires dans le missile. Ça veut dire qu'un seul missile va lancer 3 armes atomiques, 4 armes atomiques, peut-être 4 armes et des leurs, et cela renforce donc la puissance d'un SNLE. Tous ces développements, ils ont été faits par une Union soviétique qui était une espèce de Sparte complètement centrée sur le développement de ses forces armées au détriment, comme on le sait, de son économie. Et ce qui a évidemment causé l'effondrement à la fin de l'URSS. Et il faut voir, lorsque l'on parle aujourd'hui d'une résurgence de la Russie et d'une résurgence des capacités navales de la Russie, il faut voir qu'il s'agit très largement d'un grand village de Potemkin. Il faut voir qu'il s'agit d'un jeu d'optique que les Russes mettent en place parce qu'ils sont, je dirais, eux-mêmes bien faibles, avec un PIB qui est inférieur à celui de l'Italie, avec une surface géographique considérable, avec une démographie très préoccupante, surtout quand on a des espaces sibériens aux frontières de la Chine, avec des forces armées qui n'ont pas eu les ressources de se renouveler jusque dans les années 2000, qui ont fonctionné. Les grands chantiers navals russes ont pu garder leur expérience grâce aux commandes chinoises, grâce aux commandes indiennes. Mais il y a eu toute une période de vache maigre pour la marine russe, une marine russe qui, si on regarde les chiffres, a été divisée selon les catégories de bâtiments presque par 10 par rapport à l'époque soviétique. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres. Alors, que s'est-il passé ? La Russie s'est sentie ignorée. Elle s'est sentie ignorée à cause de l'affaire du Kosovo, où elle n'a rien pu faire et où le Kosovo a été détaché de la Serbie. Elle s'est sentie menacée par une extension de l'OTAN vers l'Est. Elle n'a pas bronché lorsqu'il y a eu cette extension dans les pays baltes, mais la promesse de 2008 que l'Ukraine et la Géorgie entrerait un jour dans l'OTAN a été évidemment très mal perçue. Elle s'est accompagnée à ce moment-là de la décision d'installer un bouclier antimissile contre l'Iran. Mais lorsque la Russie a demandé à ce que ce bouclier antimissile soit fait en association avec elle, avec une base en Azerbaïdjan, comme il a été décidé que ce bouclier se ferait en Pologne et en Roumanie, la Russie est devenue un peu paranoïaque. D'autant plus paranoïaque que, précisément, ces ressources qui sont, comme on l'a dit, comparables à celles de l'Italie, lui permettent difficilement de tenir tête à la fois aux États-Unis et à l'Europe. Et donc la Russie, avec astuce, a entrepris un grand jeu de modernisation de son outil militaire. La première priorité a été
la force océanique stratégique, précisément, avec la classe Borée qui vous a été mentionnée. Mais la classe Borée, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une Russie qui n'a plus les moyens de construire le nouveau SNLE qu'elle voulait et qui était en projet dans les années 90, et qui va utiliser des morceaux d'Akula, qui était le meilleur SNA à la fin de la guerre froide, et des morceaux d'Oscar. L'Oscar, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque d'une catégorie inconnue ici, mais qui est tueur de porte-avions. C'est-à-dire que sa priorité, c'est tuer les porte-avions avec des missiles qui sont tirés à peu près 400 km, 500 km de distance avec repositionnement par satellite. Et donc, elle va faire un patchwork avec des éléments préfabriqués pour construire un sous-marin qui n'est pas très cher, puisque par pièce, il revient à peu près à 250 millions d'euros pièce, ce qui est extrêmement bon marché. Mais en réalité, parce qu'il s'agit d'un assemblage d'éléments qui existaient déjà. Et c'est ça, le sous-marin Borée. Le problème du programme Bulava, de missile Bulava, c'est qu'il y a eu, sur les 24 tests qui ont été effectués, 12 échecs. Donc, si vous le comparez au Trident américain, qui a eu, mis à part un échec récent, une série absolument extraordinaire, un vrai grand chelem. Je ne sais pas le nombre de succès consécutifs qu'il a eu, peut-être 50, et je me trompe peut-être. Vous mesurez encore le degré de paranoïa qui habite les Russes. Et si vous regardez le reste de la composante sous-marine, vous voyez que la Russie, depuis la fin de la guerre froide, a sorti un total de 10 SNA, donc il y en avait 9 qui étaient déjà en construction à l'époque soviétique, donc qui ont été terminés dans les années 90, et puis vous avez cet unique nouveau SNA, le Severodvinsk, qui a été mentionné par l'amiral, qui est intéressant parce que, comme les sous-marins récents russes, y compris des sous-marins conventionnels améliorés comme les kilos, les nouveaux kilos qui sont construits, ce sont des sous-marins qui mettent aussi en œuvre des missiles conventionnels de croisière, imités sur les Tomahawk américains, et qui, dans la phraséologie russe, pouvaient avoir un rôle stratégique. C'est-à-dire que les Russes ne s'interdisaient pas, si besoin était, d'y mettre une arme nucléaire. Donc on voit que la frontière normalement très claire entre le SNA et le SNLE, là, elle est un peu, je dirais, brouillée. Mais, encore une fois, dans ce que nous voyons de la Russie d'aujourd'hui, c'est un pays qui nous impressionne parce qu'effectivement, il a des capacités technologiques et il a développé des systèmes d'armes que nous n'avons pas. Mais c'est un pays qui, lui-même, est très impressionné par nous parce qu'il se rend bien compte que nous avons beaucoup plus de ressources que lui et beaucoup plus de moyens que lui. C'est juste nous-mêmes qui n'arrivons pas à le voir. Donc, si nous regardons cette question des sous-marins pour l'Europe, comme vous l'avez souligné en introduction, je serais obligé de vous contredire, puisque vous avez donné l'impression qu'entre Europe et États-Unis, c'était la même chose. Et en tout cas, numériquement. En tout cas, c'était numériquement. Mais en réalité, sur les sous-marins d'attaque, ce n'est pas la même chose parce que il n'y a en Europe que 13 sous-marins nucléaires d'attaque. J'ai bien dit, voilà. Dans la catégorie des sous-marins, je ne parle pas des SNLE, dans la catégorie des SNLE, je dirais qu'en Europe, on est à 8. Mais dans la catégorie des sous-marins nucléaires d'attaque, il n'y a que 13 sous-marins nucléaires d'attaque pour l'Europe, alors que les États-Unis ont un format à 48. Un format à 48 qui ne vont peut-être pas réussir à tenir d'ailleurs, et ce qui est pour les États-Unis un gros problème, puisqu'ils se trouvent confrontés à l'énorme flotte sous-marine chinoise dans le Pacifique. Alors quand on parle de l'énorme flotte sous-marine chinoise, il faut bien comprendre encore une fois que c'est un peu à l'image de l'URSS autrefois, une dissuasion d'un pays qui choisit d'abord les idées de la jeune école, c'est-à-dire le primat au sous-marin, et un sous-marin qui est mauvais, qui est bruyant, et on s'en sort que par le nombre. Ça, c'est les Chinois. Mais les Chinois, aujourd'hui, changent, évidemment, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin, eux aussi, d'une dissuasion à la mer. Leur dissuasion à la mer, ils la veulent depuis très longtemps. La décision du programme SNLE chinoise, elle est prise en 1958. Elle est prise
au moment où Khrouchtchev refuse d'aider les Chinois précisément sur le sous-marin nucléaire, et où Mao lui répond, eh bien, même s'il nous faudra 10 000 ans, eh bien, nous aurons un SNLE. Et le programme SNLE chinois débouche d'abord sur un SNA parce que les missiles ne sont pas encore au point, mais vous avez le premier SNA chinois qui fait des essais en 1972, et vous avez le premier SNLE chinois qui est à la mer en 1983, avec un premier tir du SNLE chinois le qualifiant en 1988. Alors, il a eu un missile qui porte beaucoup trop près, si je puis dire, qui pourrait d'ailleurs contaminer la Chine. L'objectif à l'époque, c'est de frapper l'Extrême-Orient soviétique, puisque les Chinois ont failli avoir la guerre avec la Chine à la suite de l'attaque qu'ils ont faite sur la frontière en 1969. Et les Chinois comprennent tout de suite qu'ils ont besoin d'un SNLE pour pouvoir atteindre les États-Unis. Et l'enjeu d'aujourd'hui, qui nous a été mentionné par l'amiral lorsque l'amiral a cité la mer de Chine du Sud, c'est précisément pour la Chine d'essayer d'avoir, en empruntant un modèle qui est le modèle, je dirais, soviétique du bastion, parce que là encore, permettez-moi de revenir en arrière, on a eu l'impression en Occident que les Soviétiques allaient jouer la troisième bataille de l'Atlantique, mais en réalité, ils n'avaient pas du tout cet objectif. L'objectif des Soviétiques, c'était de protéger leurs forces de SNLE, leurs forces de dissuasion, qu'ils savaient très bruyantes, puisqu'elles étaient beaucoup plus indiscrètes. Et à partir du moment où ils avaient des SNLE dont les missiles portaient assez loin pour les faire opérer dans les approches de l'Union soviétique, eh bien l'objectif c'était de fortifier ces approches pour empêcher les SNA américains d'anéantir ces SNLE, sachant que l'objectif américain était de placer un SNA derrière chaque SNLE soviétique, et que les SNA américains guettaient à la sortie pour prendre en chasse chaque SNLE soviétique. Donc il y avait véritablement une vision extrêmement agressive, forcément, dans cette approche. Et les Chinois aujourd'hui sont confrontés au même problème. Ils ont des SNLE bruyants, ils ont un missile qu'ils ont du mal à faire aller assez loin, il porterait à 8000 km, donc c'est encore trop juste pour que depuis la mer de Chine du Sud on puisse frapper les États-Unis, mais quand le missile sera un peu meilleur, qui portera à 10 000 km, on pourra imaginer que depuis la mer de Chine du Sud, il y a un bastion protégé. En attendant, les Chinois seront obligés d'envisager de sortir leur SNLE dans le Pacifique. Et d'ailleurs, si vous avez regardé les images à la télévision récentes montrant le porte-avions chinois qui faisait une première croisière à l'est de la fameuse première chaîne d'îles, à l'est de Taïwan, eh bien, sur une des images, on le voyait en compagnie d'un SNLE chinois. Donc, ceci n'était peut-être pas un hasard. Donc, nous avons une perception. Il faut prêter, comme l'amiral l'a souligné, attention à la perception des autres, la perception de la Russie, qui est une puissance faible, qui est une puissance qui a réagi en Ukraine. L'amiral soulignait le nom de ces princes, qui étaient des princes de Kiev. Il est très difficile d'ignorer combien sensible est la question de l'Ukraine pour la Russie, et combien, je pense qu'il était assez extraordinaire d'envisager que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. C'est quelque chose qui, intimement pour les Russes, forcément est considéré comme très agressif. Et donc, cette raison-là a poussé, comme on le sait, les Russes à cette opération de Crimée. Cette opération de Crimée a des conséquences, effectivement, puisque la Russie conserve la base de Sébastopol. L'amiral a souligné que 3 sous-marins conventionnels, des électriques kilos, se retrouvaient maintenant en mer Noire. Le total sera de 6. Mais encore une fois, il faut rappeler que par rapport à l'époque de la guerre froide, où les Russes avaient près d'une vingtaine de sous-marins sur le théâtre de la mer de la mer Noire, il s'agit juste d'un rattrapage. Et il faut rappeler que la marine turque a 13 sous-marins, que la marine grecque a 9 sous-marins. Donc, juste en face de la Russie, vous avez des forces sous-marines qui lui sont supérieures. Voilà, j'ai fait ce commentaire et je vous... Merci beaucoup.